Ouais. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont en ligne, bonjour à ceux qui sont sur place. Je me présente Laurence Beaugrand-Champagne, coordonnatrice du pôle DEOS. On a Caroline ici qui est au pôle santé, une partie de l'équipe du pôle santé qui est en virtuel parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils ont, ils ont la COVID, donc ils ne pouvaient pas être avec nous. Donc, on m'a demandé... Le pôle santé n'est pas en santé. Il n'est pas en santé. Merci d'avoir ri à ma blague. Je la prévois depuis déjà 24 heures. J'ai mandaté pour présenter notre conférencier invité qui est venu nous voir de Bretagne, Alexandre Berkes, et qui est professeur associé à l'Institut du management de l'École des hautes études en santé publique en France, co-directeur Europe du Centre d'excellence sur les partenariats avec les patients et le public et directeur de la mobilisation citoyenne au service de la Première ministre. Donc, place à notre conférencier. Merci. Est-ce que si il faut que je reste debout, il faut que je m'assoie? C'est quoi la position? Debout, ça serait bien. Debout, ça sera mieux. Je vais installer ça. De voir sur quoi j'ai le contrôle. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un prisme franco-canadien. J'ai vécu dans les deux pays et j'ai travaillé dans les deux systèmes de santé. Donc, notamment au Québec, j'ai été de 2010 à 2019, dans le système de santé spécifiquement, où je me suis occupé de la réforme du programme de médecine à l'Université de Montréal. Et dans lequel justement, pour ceux qui connaissent, on a commencé à intégrer les patients partenaires, notamment dans la formation initiale et continue des médecins, et ensuite de tous les professionnels de santé. Et depuis que je suis parti du Québec, on a essayé de reproduire cette dynamique-là d'intégration des personnes concernées dans l'amélioration du système de santé dans d'autres institutions, dont moi j'ai travaillé dans des CHU en France qu'on appelle des SUS ici, dans lequel on essaie justement de créer des entités qui accompagnaient l'ensemble des professionnels de santé de ces institutions à intégrer des patients, des proches aidants, des citoyens dans l'amélioration du système de santé, que ce soit les questions de qualité, de sécurité des soins, de politique publique, etc. Donc, je vais vous parler à partir de ce prisme de deux pays distincts, dans lequel j'ai observé par contre des dynamiques communes du point de vue relationnel et du point de vue des limites du travail organisationnel qu'on a dans le système de santé, c'est-à-dire qu'on soit au niveau du ministère, qu'on soit au niveau des agences, qu'on soit au niveau des établissements, des soins primaires, des soins communautaires, etc. Et mon but, c'est justement de vous garder avec un fil conducteur qui est de vous dire, est-ce que vous observez la même chose? Est-ce que c'est des tendances que vous voyez aussi? Est-ce que les hypothèses que je vais vous partager vous paraissent être juste, ou est-ce que vous avez des interprétations différentes? Et qu'on regarde ensemble ensuite qu'est-ce que ça veut dire pour nos systèmes de santé respectifs, la France comme au Québec. Principalement, l'hypothèse que je vais essayer de vous partager, c'est que on se rend compte de toute la limite des approches organisationnelles qu'on a actuellement et du fait qu'elles ne répondent pas entièrement aux besoins des personnes concernées, des citoyens, des patients, etc. On voit aussi une perte de sens et de pouvoir d'agir de beaucoup de professionnels de la santé. Et pour autant, dès qu'on laisse émerger justement des pratiques qu'on va nommer ensemble qui permettent de se réancrer dans l'expérience, se réancrer dans ce qui est le plus légitime du point de vue clinique et santé, eh ben, on a des blocages psychologiques, culturels et autres qui font en sorte qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ces pratiques. Et comme on ne reconnaît ni la légitimité et la crédibilité, par exemple, des citoyens et autres, on a beau penser que c'est nécessaire pour mieux faire notre management, bah, une fois qu'il faut travailler avec, on a quand même une petite posture en se disant est-ce qu'ils sont si légitimes, est-ce qu'ils sont si crédibles, en même temps est-ce qu'ils ne sont pas que dans le singulier, le subjectif, alors que nous, ce qu'on cherche, c'est de l'objectif et de l'universel et un tant soit peu de rationnel, et de voir quels sont tous les blocages qui ont, et que comme on ne les nomme pas, ben en fait, on ne les adresse pas, et donc on reste dans une tension permanente entre voir les limites de nos pratiques et pas investir suffisamment les enjeux psychologiques et culturels qui nous limitent à les investir pleinement, ces pratiques. Et donc voir comment actuellement on est peut-être totalement bloqué dans cette situation-là et à quel point de ce fait-là on n'avance pas sur les défis du système de santé. Donc aujourd'hui, moi pour vous dire, en ce moment je travaille donc en France, j'ai travaillé au cabinet du ministre de la Santé, actuellement je travaille avec la Première ministre sur les questions de mobilisation des citoyens, de formation des citoyens à participer au système de santé. Et donc, je vais commencer par vous partager 3-4 constats de pratiques que je vois émerger. Justement, ensuite, vous prendre des exemples concrets de mandats, de missions que j'ai déployés dans des établissements, dans des ministères et autres, pour que vous voyez si ces constats, vous les partagez. Donc, la première chose, un des premiers constats, c'est la montée justement en puissance de tout ce qui est innovation de pratique qui vise à
à renforcer un ancrage dans l'expérience d'usage, dans l'expérience des personnes. On a vu, moi je sais pas, de 2013 à 2015, au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, qui est l'entité qu'on a développée au CHUM pour accompagner les professionnels à intégrer les patients. On a pris le mandat qui était Lean Healthcare phase 2, dans lequel l'objectif était déjà à l'époque de déployer le Lean Management, les Kaizen, les Gemba, dont la philosophie sous-jacente, ça ne s'est pas matérialisé comme ça tout à fait adéquatement, mais la philosophie sous-jacente, c'était le Gemba, c'est là où la vérité se trouve. Ça veut dire, on prend le directeur d'établissement, on prend la personne qui a un haut niveau de fonction et qui n'est pas au quotidien dans la pratique, et on lui dit 3 heures par semaine ou 3 heures toutes les 2 semaines, tu vas là où la vérité se trouve, tu vas dans l'expérience, tu vas te confronter à la réalité sur laquelle tu agis au quotidien. On a le principe du Kaizen, c'est aussi d'aller cartographier le parcours d'un patient, les processus, et de s'assurer que justement on s'ancre bien là-dedans et qu'on n'a pas des discussions idéologiques et théoriques sur le sujet autour de la table quand on vise de l'amélioration continue de la qualité. Et aujourd'hui, on est sur des pratiques qui continuent cet élan-là, les pratiques de co-design par exemple, dans lesquelles on va dire j'ai besoin pour faire le parcours de soins en oncologie de le co-designer, de le co-concevoir avec mes cliniciens, mes infirmières, mes aides-soignantes, mes préposés aux bénéficiaires, mes patients, mes proches, etc. Et si je prends l'exemple du système de santé aujourd'hui, les approches de co-design sont quelque chose qui sont intégrées dans des politiques publiques. On a des établissements qui intègrent des labs d'innovation avec des facilitateurs de co-design, etc. Donc, ces pratiques-là, on les voit de plus en plus émerger. Aussi, on a beaucoup de pratiques qui émergent sur la démocratisation des décisions et des pratiques. C'est-à-dire que la dynamique de démocratie en santé, le fait qu'il faut intégrer une pluralité de parties prenantes, et notamment les personnes concernées dans les prises de décision et le type de pratique qu'on va mettre, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup émerger. Si je prends le cas de la France, aujourd'hui, on a une recommandation de la HAS, qui est l'équivalent de l'INES, qui considère que si on dépense des fonds publics sur des questions de santé, comme par exemple faire un programme d'éducation thérapeutique du patient, il y a une obligation à intégrer les personnes concernées par ces défis-là. On ne peut pas dépenser de l'argent public si on ne met pas en place des moyens méthodologiques nous permettant d'augmenter la probabilité de répondre aux besoins de la population en matière de santé. Et comme on sait aujourd'hui empiriquement qu'il y a une corrélation entre le degré d'engagement des personnes concernées dans un dispositif et la capacité de ce dispositif à répondre à leurs besoins, et qu'aujourd'hui en France, on a une recommandation de l'INES, de la HAS, qui est équivalent de l'INES, qui prouve qu'il y a un degré de preuve de niveau A qui montre que c'est le cas, aujourd'hui, on ne peut plus dépenser des fonds publics sans qu'il y ait ce principe méthodologique qui soit respecté. Donc, premier cas, davantage d'ancrage dans l'expérience d'usage. Deuxième cas, démocratisation des pratiques et des décisions. Troisième dimension, une emphase justement sur la pertinence de l'acte plutôt qu'uniquement l'acte, sa qualité et sa sécurité. Les politiques de qualité, on les a vues se déployer depuis plus d'une quinzaine, une vingtaine d'années. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est justement le glissement vers le fait que la qualité en soi, un acte de qualité n'est pas forcément pertinent. Je peux avoir des pratiques de soins, des programmes de soins et des parcours de soins extrêmement qui permettent d'assurer la qualité et la sécurité des soins, et pour autant, ils ne sont pas forcément pertinents. Donc justement, ce qu'on va voir, c'est qu'au Québec, je pense que ça s'appelle Choose Wisely. Il y a toute une organisation qui travaille sur le sujet. Nous, quand on travaille sur le partenariat de soins au centre d'excellence, c'est exactement ce sur quoi on travaille, c'est comment on s'assure qu'on a beau avoir des médecins ou des infirmières compétentes, bien intentionnées, etc. Ce n'est pas pour autant que ce qu'ils font, c'est ce qui est pertinent pour les personnes qui prennent en soin. Donc, quelles sont les interrogations méthodologiques qu'on a dans ces cas? Deux dernières choses en termes de constat. Dans le système de santé au Québec comme en France, on a vraiment une crise de ressources humaines. On a un manque de professionnels assez élevé. En France, on a de plus en plus, si je prends l'hôpital duquel je suis le plus proche, actuellement là où je vis, qui est le CHU de Rennes, on a 26 à 27% des lits qui sont fermés par cause de non-présence des professionnels de santé. On n'est pas du tout à pleine capacité. Et on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez de professionnels pour opérationnaliser ces lieux-là. Et quand on fait des enquêtes, on a fait une enquête nationale et dans plusieurs CHU, et ce qu'on a observé régulièrement, c'est le premier motif des professionnels de santé, pourquoi ils quittaient, c'était non pas les questions financières qui arrivaient au 4e rang, mais c'était perte de sens et absence de pouvoir d'agir sur mes conditions de travail. C'est-à-dire, je n'ai pas la capacité de pouvoir travailler de la manière qui fait sens pour moi et je me retrouve à être contraint dans un cadre dans lequel, quand j'essaie de faire remonter des enjeux, des défis, même de manière constructive, je ne vois pas d'ajustement du cadre de travail et d'action me permettant de déployer une pratique qui fait sens.
Là, maintenant, je vais vous prendre deux axes principaux qui sont celui des politiques publiques. Ça va montrer comment ces pratiques-là se matérialisent dans des missions concrètes, dans des actions concrètes du point de vue des politiques institutionnelles et publiques en France. Et le deuxième que je vous donnerai, le deuxième axe, c'est sur des pratiques d'amélioration continue et participative des parcours de soins, là directement ancrées, et donc des missions que j'ai pu réaliser avec mes collègues sur ces deux dimensions. Alors, première dimension, c'est les recommandations de la HAS, donc de l'équivalent de l'INES, où justement, on a construit en 2020 une recommandation nationale sur l'engagement des usagers dans le système de santé, donc visant à dire comment je ramène davantage d'expérience et comment je ramène davantage des compétences qui sont développées à travers les parcours de soins. Ce qui est intéressant, c'est que donc, comme à l'INES, on a commencé à voir émerger des comités de politique publique qui déjà intègrent l'ensemble de ces parties prenantes. Donc, on se retrouve à avoir déjà un comité paritaire où nous, on avait 12 patients et 13 ou 14 professionnels dans ce groupe de travail. Des patients qui étaient à la fois dans le dans le milieu, je ne sais plus si c'est l'équivalent au Québec, mais dans les soins spécialisés, dans les soins primaires, dans les soins communautaires, des personnes qui sont plus formées, professionnalisées comme des médiateurs de santé pairs, des pairs aidants, etc. Donc, c'est un travail au quotidien, et d'autres qui sont des personnes qui sont plutôt dans le milieu associatif et qui font des implications temporaires, etc., ponctuelles. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, premièrement, c'est la première fois, nous, par exemple, en France, que la Haute Autorité de Santé reconnaissait la légitimité de la participation directe des citoyens dans le système de santé. Actuellement, le seul qu'on avait, c'était des représentants des usagers, comme nos députés. C'est des gens qui représentent les besoins des autres et les intérêts des autres, mais n'était pas reconnue la démocratie directe. La possibilité de toute personne, par exemple, je suis un patient qui vit avec le diabète au quotidien, je suis légitime pour participer à la co-construction d'une politique publique visant à prendre soin des personnes qui vivent avec le diabète. Donc déjà, il y a une reconnaissance institutionnelle du fait qu'on peut intégrer dans un comité qui a visé à faire des recommandations de bonnes pratiques et des politiques publiques, des personnes qui ne sont pas élues par leur association, par des usagers du système de santé pour être représentants de leurs besoins. Donc juste déjà, culturellement, c'est assez important du point de vue de la démocratie en santé. On voit bien qu'il y a justement cette tendance de dire on a besoin d'aller chercher cette expérience plus concrète. Et ça vient justement d'une critique de la représentation des usagers qui est équivalente au Québec. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la représentation des usagers, dans beaucoup de cas, ne fait pas son travail de représentation des usagers. C'est-à-dire qu'on a des représentants des usagers qui viennent parler en des voix personnelles ou au nom de leur association, mais souvent pas forcément dans « j'ai été chercher l'expérience terrain du sujet qu'on va discuter autour de la table, qui est par exemple l'amélioration de l'accueil en psychiatrie, et je vais venir avoir une position relativement personnelle ou associative restreinte plutôt que porter l'intérêt des personnes concernées par la discussion, et qui fait en sorte que les professionnels ont réagi, je parle du contexte français par exemple, en disant la représentation des usagers, aujourd'hui, elle est plus vectrice de retour de vécu du terrain. J'ai des gens qui sont professionnalisés dans ces postures-là et qui sont mis dans une logique où ils savent que la prochaine commission sur le sujet, elle est dans 3 mois. On ne s'est pas dit ensemble, tiens, comment je peux accompagner le représentant des usagers à aller chercher de l'expérience de l'accueil en psychiatrie pour que quand on en discute dans 3 mois autour du comité, il a été voir une diversité d'usagers, qu'on ait une diversité de compétences, de types de parcours, et qu'on ait ça comme matériel terrain, réel, à travailler plutôt que de se mettre dans des postures idéologiques ou de dire je vais défendre une association, un tel type de pratique, etc., mais que ça vienne directement de cet ancrage terrain. Donc, on a les mêmes enjeux sur une volonté justement du système de santé d'aller s'ancrer davantage dans l'expérience. La représentation des usagers ne fait pas entièrement ce travail-là et il y a des limites qui sont identifiées. Et donc, il y a des acteurs qui ont émergé en contrepartie. Au Québec, on peut voir les patients partenaires, par exemple, qui étaient des gens qui n'étaient pas élus par des associations, pas forcément dans des associations, mais qui étaient légitimes et crédibles en soi parce qu'ils avaient vécu ces expériences pour venir la partager dans le système de santé. Et donc, la Haute Autorité de Santé se retrouve à dire c'est un type de participation légitime, il répond à un besoin de se réancrer dans l'usage concret des soins et services de santé au quotidien. Et justement, il dit par contre, ce n'est pas quelque chose de si facile à faire et si naturel, ça demande un certain accompagnement. C'est-à-dire quand je vais vouloir favoriser le travail des professionnels de santé avec ces personnes concernées par les défis de santé, ça ne va pas se faire comme ça sans sensibiliser les personnes, faciliter la rencontre, etc. Donc, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais les recommandations de la HAS en France, elles n'ont pas une valeur coercitive. C'est des recommandations de bonnes pratiques. Elles sont basées sur les preuves, mais c'est des recommandations de bonnes pratiques. Je ne peux pas dire derrière, celui qui ne pratique pas comme ça, il ne sera pas financé ou il n'aura pas d'argent, etc. Ce qui fait que c'est intéressant du point de vue symbolique, ça marche quand même quelque chose, parce que la HAS en France, c'est un organisme assez conservateur, et c'est son but d'ailleurs. Ce n'est pas une critique d'ailleurs, c'est une fonction. C'est d'être plutôt de faire attention aux nouvelles tendances et d'essayer de voir dans les nouvelles tendances lesquelles répondent réellement à des choses qui sont basées sur les preuves et celles qui sont plus des feux de paille. Mais on se rend compte qu'il y a ce positionnement-là.
Donc là, encore une fois, pour moi, j'y revois justement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, cette volonté de dire, il y a des limites à nos pratiques habituelles. Pourtant, une des hypothèses, c'est que l'ancrage dans l'expérience et la mobilisation des personnes concernées par ces défis-là, ça va augmenter la probabilité de mieux répondre aux défis du système de santé. C'est une hypothèse. Et le but, c'est de voir comment elle se teste, comment elle se réalise, etc. Le deuxième cas que je peux vous donner, c'est le cas de la certification. Donc en France, on a une certification comme l'agrément au Canada, qui fait en sorte que les établissements sont évalués en fonction d'un certain type de critères. Et comme on a fait justement cette recommandation en 2020, l'avantage, c'est qu'on a pu la mobiliser pour réactualiser la certification. Et donc, on a réactualisé en 2020 aussi, la même année, 3 mois après, les critères de la certification pour intégrer ces pratiques qui venaient d'être montrées comme étant des bonnes pratiques selon la HS. Donc, ce qui a fait en sorte que dès 2020, en France, tous les établissements étaient désormais évalués sur leur capacité à engager des personnes concernées par les soins et les services de santé dans les différentes actions de l'hôpital, que ce soit le projet d'établissement dans le stratégique, mais surtout dans les soins, là où c'est le plus directement concret. Quand tu définis quel est le programme d'éducation thérapeutique, le type de parcours de soins, l'accompagnement qu'il peut y avoir complémentaire, les soins de support, par exemple en oncologie, ce genre de choses, comment on fait participer les personnes qui ont vécu ces défis-là sans tomber dans le patient alibi, sans tomber dans l'instrumentalisation, sans tomber dans chacun donne son expérience et son témoignage, mais ce n'est pas ça qu'on vient chercher. On vient chercher quelque chose qui a un degré de généralité plus important, etc. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a en place même donc un agrément, une certification qui vient évaluer ça, avec l'enjeu que tous les experts visiteurs ne sont pas encore formés à évaluer en détail qu'est-ce qui est de l'ordre du patient alibi et de l'instrumentalisation des usagers du système de santé, qu'est-ce qui est de l'ordre réellement d'une démocratisation des pratiques, d'un ancrage dans l'expérience, etc. Autre exemple que je peux vous donner, moi je me suis occupé de l'équipe méthodologie du Conseil national de la refondation, qui a été justement, en soi, qui à mon avis est un objet qui nous interroge sur cette hypothèse, qui est de dire Emmanuel Macron, le président de la France, voit un nombre d'enjeux institutionnels importants en termes de bureaucratique, en termes de ralentissement de certaines prises de décision face à des urgences qui sont quotidiennes en France. Et une des réponses, c'est ça qui est intéressant du point de vue symptomatique, c'est de dire on va faire une refondation, le Conseil national de la refondation, et cette refondation, elle va se faire en allant sur les territoires. Donc déjà, on sort de la logique très centralisatrice française, mais on se met dans une logique plus girondine, c'est plus décentralisée. Donc déjà, les réponses vont se prendre en région, donne plus d'autonomie aux régions. Et dans ces espaces-là, on va repenser les politiques de santé et les dispositifs de santé à partir des associations de patients, des cliniciens, des gens qui pratiquent, mais pas forcément uniquement de ce qu'on avait l'habitude avant, c'est-à-dire les représentants de l'ordre, des médecins, des infirmières, etc. Ça se fait plus en chambre à Paris, dans une négociation entre représentants d'eux, mais on va aller dans les régions, sur les territoires, avec le médecin généraliste de famille qui est sur le territoire, l'infirmière libérale qui se déplace, etc. etc. Et c'est là qu'on va retrouver une partie des réponses qu'on ne trouve pas avec le processus habituel. Donc encore une fois, on revoit cette tendance de dire potentiellement que les défis, pour y répondre, ça serait de cette manière-là. Et là, c'est carrément mis à l'échelle nationale et sur tous les sujets. Il y a un Conseil national de la refondation en écologie, en éducation, là, dont en santé. Donc moi, je me suis occupé avec une équipe, on était 5, on a monté, d'accompagner les régions à intégrer les associations de patients, les citoyens sur les territoires pour co-construire les dispositifs avec les professionnels de santé. Je ne rentre pas à chaque fois dans le détail, je peux juste en parler 2 heures à chaque fois de chacun de ces sujets, mais c'est d'abord pour faire un portrait du fait que cette espèce de tendance de fond qui nous fait penser que l'hypothèse serait là, c'est là qu'il faudrait investir, mais je vais montrer après les limites qu'il y a actuellement la manière dont on pratique ce genre de dispositif. Je peux vous en donner 3 autres que j'ai avec moins de détails, mais aujourd'hui, en France, on va passer d'ici 3 ans à 4 ans à un financement qui n'est plus un financement à l'acte, mais un financement avec des PREMS et des PROMS, c'est-à-dire qu'on va faire en fonction de la pertinence de l'acte. C'est-à-dire c'est en gros des indicateurs d'expérience patient et des indicateurs d'évaluation de résultats cliniques évalués par les patients qui vont être à l'origine du principal mode de formation, de financement. Donc, on n'est plus dans la logique de « je suis un service qui a fait 42 actes aujourd'hui, je vais donc avoir 42 fois telle tarification ». Il va y avoir des modulations en fonction de notre capacité à répondre aux besoins des personnes. Je peux avoir tous les meilleurs professeurs universitaires dans mon service, faire beaucoup de volume, et ça se trouve, je vais voir que mes résultats cliniques, ils sont mauvais. Donc, justement, là, ça remettra en question. Il y aura des financements de base pour ne pas non plus jouer des jeux de concurrence problématiques, on le sait. Mais par contre, il y aura des modulations qui sont faites en fonction de l'expérience des patients et objectives, pas juste subjectives, mais aussi les dimensions de résultats cliniques. Pour vous donner un dernier exemple, peut-être, là, on vient de sortir il y a une semaine un travail qu'on a fait à l'échelle nationale sur l'intégration des personnes concernées par les défis de santé dans la formation initiale
et continue des professionnels de santé. C'est que maintenant, en France, à partir de dans 3 ou 4 mois, l'ensemble, par exemple, des facultés de médecine devront intégrer des patients formateurs dans l'ensemble des années du curriculum sur les thématiques où il y a une valeur ajoutée. Et là, ils sont accompagnés pour identifier dans leur parcours là où c'est pertinent, etc. Mais on commence à se dire, si on laisse les individus choisir, il y a un moment, il y a une dimension coercitive qui est sur l'objectif. Et ce que l'État peut faire en contrepartie, par contre, c'est d'accompagner ça. C'est-à-dire, dis pas juste, par exemple, aux médecins enseignants, vous devez le faire. C'est de dire, aujourd'hui, on met les ressources en place pour que chaque médecin enseignant en France qui veut en faire, il a des ressources d'accompagnement pour le faire. Comme les unités soutien pour la recherche au Québec, par exemple. Dans les unités soutien qu'on a dans nos recherches, un chercheur québécois qui veut se faire accompagner sur le sujet, il a des personnes à qui contacter, il a des ressources à mobiliser, et on ne le laisse pas tout seul sur le sujet. On ne dit juste pas, voici l'injonction que tu dois faire et débrouille-toi, à toi de trouver la manière de rentrer en coopération avec ces acteurs. Donc ça, c'est du point de vue des politiques publiques. Je vais vous faire, là je vous redonne maintenant 2-3 exemples pour la partie plus sur des pratiques que je vois dans les établissements. Bon, dans les établissements, vous savez, notamment, on voit des enjeux, notamment avec les personnes qui vivent avec des maladies chroniques, qui sont par exemple les enjeux d'inobservance au traitement. Donc, on voit qu'on a beau avoir du matériel de plus en plus fancy, pertinent, des professionnels super formés, et des enjeux où on n'arrive pas, des fois on atteint 30, 40, 50% dans certains services d'inobservance au traitement. 50% d'inobservance au traitement, soit on a vraiment que des mauvais patients, ou des fois les gens disent « oui, mais c'est un mauvais patient ». Soit il y a un enjeu relationnel quelque part qui se pose, qui fait que malgré les compétences, etc., on n'arrive pas à répondre aux besoins de la personne. Tous les enjeux qu'on peut voir dans les soins, justement, une des réponses qui est proposée pour cela, c'est de dire c'est parce qu'on n'intègre pas suffisamment l'expérience patient, l'expérience d'usage des personnes directement concernées. Pour ça, ce qui est développé, je pense que vous avez peut-être l'équivalent. Parce que quand je suis parti, ce n'était pas une préoccupation que j'avais, donc je ne me rappelle plus si j'ai vu ça au Québec, mais par exemple des patients traceurs, c'est-à-dire de prendre un patient, de suivre son parcours, de venir avec lui dans l'hôpital et être capable de faire du shadowing tout le long pour voir comment ça se passe, etc. Ou de le refaire après coup, c'est-à-dire on reprend un dossier patient et on vient faire un entretien qualitatif pour savoir comment s'est passé chacune des étapes. On peut retracer ça et voir justement si on en retrouve en faisant plusieurs des éléments invariants qui sont vraiment des problématiques qu'on voit dans le parcours. Les fameux indicateurs PREMS, PROMS, CROMS qu'on commence à voir passer à l'échelle. Les observations bienveillantes qui sont de plus en plus dans des établissements où, par exemple, on demande, il y a des applications qui sont faites en France où on demande aux cliniciens de s'arrêter 10 ou 15 minutes dans la semaine juste à un endroit de l'établissement et de faire des observations pendant 10 ou 15 minutes pour dire qu'est-ce que tu observes comme enjeu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'identifier des actions d'amélioration extrêmement simples, très concrètes, qui ne sont pas la réorganisation du système, le logiciel de gestion intégrée de l'hôpital, réorganiser tous les plannings, mais qui est en fait le panneau qui indique où est la radio, là où on fait les radios, et ton sur la peinture à tel endroit, ce qui fait que les gens ne le voient pas, donc ils se plantent, donc il y a juste à remettre un coup de peinture, ça va nous coûter $100, et puis c'est réglé. Et donc, par exemple, toutes ces pratiques-là sont en tout cas tout aussi tournées, celles que je vous mentionne encore une fois, sur le fait de dire c'est parce que potentiellement on est un peu loin au moment où on prend la décision de ce qui touche réellement le clinicien comme le patient. Pour vous donner un exemple juste de dispositif qui a déjà été mis dans un établissement pour faire ça, moi je me suis occupé, mon premier mandat en rentrant en France, où j'étais à mi-temps à Lyon, c'était justement de créer une équipe au CHU de Lyon, qui est le deuxième CHU de France, dans lequel on a constitué une équipe avec 2 patients partenaires. La chargée de relations avec les usagers, c'est la personne qui s'occupe des plaintes et des réclamations, de tous ces retours-là. La directrice qualité du CHU et un médecin de santé publique qui était professeur des universités en termes on a toujours des fois besoin d'un portage en termes de légitimité, de crédibilité politique et institutionnelle. Et on a monté cette équipe dans le but de dire voici le dispositif qu'on va mettre en place pour que chaque professionnel du CHU, s'il a envie de travailler sur ces questions-là, il puisse être accompagné à la fois par des patients partenaires qui vont pouvoir parler aux patients partenaires dans le projet pour qu'entre pairs, ils soient capables de se préparer, etc. Et nous, être capables d'accompagner la relation de coopération entre les deux. Donc aujourd'hui, un professionnel de santé dans le CHU de Lyon qui veut faire l'intégration des patients dans les soins, la pérédance, de l'éducation thérapeutique, s'il veut faire de l'intégration des patients dans l'organisation des soins, améliorer la qualité et la sécurité des soins dans le service à partir de la co-construction d'un questionnaire d'expérience patient qu'on va analyser ensemble, etc. S'il veut faire de la recherche clinique sur le sujet, s'il veut faire de la formation continue de l'équipe sur, par exemple, l'écoute active ou sur quelque chose qui améliorerait la relation de soins, il est aujourd'hui systématiquement accompagné par des professionnels du CHU qui peuvent l'aider à monter ce projet, qui
prennent une partie de l'élan, qui lui donnent des outils méthodologiques pour favoriser l'expression de gens qui ne seraient pas forcément des gens très à l'aise à l'oral ou en termes d'expression, etc. Donc, vous voyez que des moyens publics sont mis à disposition des professionnels pour les aider à essayer de répondre à ces défis du système de santé avec cette hypothèse que ça serait parce qu'on manque d'ancrage dans l'expérience et de participation des personnes concernées. Ce qu'on peut voir là-dedans, ce qui est intéressant, c'est donc actuellement, on commence à avoir quand même pas mal d'études qui commencent à nous montrer dans quel cas ça fonctionne, dans quel cas c'est de l'instrumentalisation, dans quel cas ça n'a pas d'impact. En fait, on aurait pu avoir d'autres personnes, ça aurait été la même valeur ajoutée, etc. Ce qui est intéressant à se demander aujourd'hui, c'est justement, je vais vous partager mon expérience sur le sujet. Donc là, ce n'est pas des éléments qui sont issus d'une étude ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon expérience personnelle. J'ai fait beaucoup d'accompagnement de professionnels d'établissement sur le sujet. C'est que la plupart des professionnels, par exemple, qui nous répondaient dans le cadre du Conseil national de refondation pourquoi je ne le fais pas, par exemple, ils nous disaient, alors c'est très français, donc je vais vous le traduire après, mais ils disaient, mais nous, l'engagement des usagers, c'est LFI, Gilets jaunes et anti-vax. Voulant dire, c'est les partis d'extrême gauche, c'est les anti-vax et les gilets jaunes. Je pense que vous avez entendu parler des gilets jaunes de loin. D'ailleurs, si je fais de l'engagement des usagers, c'est me retrouver avec la frange non constructive de la population, des gens qui sont entièrement pris par les affects et les passions. Donc, c'est des gens qui ne vont pas être capables de se mettre à un niveau de généralité qui me permet d'avoir la discussion adéquate. Donc, il y a quand même cette espèce de, peut-être plus encore en France, une espèce de jugement un peu presque de mépris envers des formes de savoir ou des formes de légitimité qui n'ont pas leur place dans certains espaces de prise de décision, et qui fait qu'il y a cette tension qui est créée entre le gestionnaire qui voit qu'il n'arrive pas à faire émerger ça dans son service ou dans son établissement parce qu'il n'a pas assez embarqué les gens, etc. Mais dès qu'on le met et qu'on lui favorise les politiques publiques ou les dispositifs organisationnels qui l'amènent à être davantage en rencontre avec ces personnes-là, en même temps, il n'est pas préparé psychologiquement à pouvoir même à entendre et accueillir la valeur ajoutée potentielle qu'il pourrait y avoir de ces personnes-là, parce que par défaut, il y a une espèce de prisme de la valeur qu'on appelle souvent ce qu'on appelle les inégalités épistémiques. On va dire, je ne reconnais pas les savoirs et la légitimité des savoirs des personnes en face de moi, parce que, soit je n'ai pas la grille pour comprendre la pertinence qu'auraient ces savoirs à cet endroit-là, parce que j'y suis pas. Donc, comment je fais pour désinfecter tous les jours ma poche urinaire, parce que j'ai une stomie urinaire, etc. Personne ne pourrait rentrer dans des degrés de détail qui me paraissent être totalement inutiles, sauf que par contre, entre pairs, on se rendrait compte que ça, au quotidien, c'est super important de savoir telle et telle chose, et que ça, c'est des savoirs d'une grande valeur, parce que moi, j'ai vécu au quotidien, et je sais qu'en n'ayant pas su ça, je me suis généré des infections ou des problématiques assez compliquées derrière. Et donc, je n'ai pas la grille pour voir que ça, c'est un savoir, et donc, dans mon compte-rendu, par exemple, parce que j'ai fait un focus group, etc., ça dégage, ça part à la poubelle, alors qu'en fait, c'était un savoir qui avait une réelle valeur ajoutée dans le soin et dans le parcours à ce moment-là. Donc, cette question des inégalités épistémiques, elle est quand même transversale. Pour ceux que ça intéresse, on pourra rentrer là-dedans, mais c'est le fait de dire, si je crée tous ces dispositifs-là qui permettent de plus m'ancrer dans l'expérience, le co-design, les pratiques de Gemba, de Kaizen, etc., si je fais davantage de démocratie participative à tous les niveaux du système de santé, mais que je ne travaille pas les conditions culturelles et organisationnelles et psychologiques qui sont des barrières qui entraînent des inégalités épistémiques, je n'arrive pas à choper, à attraper, à appréhender la valeur ajoutée que génèrent ces pratiques. Je donne 2 exemples très concrets. Régulièrement, en France, j'ai pu observer des professionnels de santé, souvent des cadres de service, recevoir les résultats des questionnaires d'expérience patient. Et là, on a mis beaucoup de temps, on a mis beaucoup d'efforts à aller chercher de la donnée, chercher de l'information auprès de personnes qui ont des parcours de santé assez diversifiés. Et ils se retrouvent à être tout seuls derrière leur ordinateur, à prendre le fichier Excel avec les 500 entrées ou les 1800 entrées, et à eux-mêmes scroller le fichier en disant, tiens, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui est pertinent là-dedans? Donc, les voir eux-mêmes reprendre un filtre professionnel pour passer à travers un matériel beaucoup plus large et diversifié, et donc, en fait, replaquer la pondération de ce qui me paraît important, pas important en tant que professionnel, à travers un matériel où, justement, le but, c'était d'interroger ça. Et donc, de se retrouver à la fin, d'avoir pris vachement de temps, des risques organisationnels, avoir mis tout le monde un peu en tension pour aller faire les focus group, aller faire la co-construction d'un questionnaire qui va chercher plein de matières intéressantes. Et boum, je remets le même prisme que j'avais au départ. Et donc, je reproblématise à partir de ma situation à moi, mon contexte à moi. Et donc, je repère l'essentiel de la valeur ajoutée que j'ai là. C'est le genre d'exemple que la concret en termes de pratique, ou des fois, c'est vraiment une difficulté psychologique parce qu'en fait, accepter de réinterroger le parcours ou l'organisation de cette manière-là, c'est tellement insécurisant, tellement déstabilisant parce que ça ne correspond pas au cadre avec lesquels je suis familier, que si je ne suis pas accompagné par quelqu'un qui a un peu l'habitude du sujet, qui va me dire « t'inquiète, on peut y aller, on va faire ça par étapes, et puis je l'ai déjà fait à tel ou tel endroit, etc. » Et ben, il y a des gens qui vont bloquer
et faire en sorte que dans un moment où on est tous surchargés, on a déjà peu d'énergie de bande passante, si je vois tout le travail qu'il y a à faire pour être à l'aise d'accompagner ça, je mets ça comme… et en plus, il n'y a pas encore d'obligation très coercitive. Ce n'est pas la priorité, je mets ça en 18e priorité dans ma to-do list. Donc aujourd'hui, ce que j'observe surtout, c'est on est entre les deux, on est sur le chemin où on reconnaît qu'on n'a pas le choix pour mieux agir en santé que de mobiliser plus largement des publics qui ne sont pas autour de la table quand on prend des décisions, mais que ça prend de la préparation qu'on fait la plupart du temps pas. C'est-à-dire que ça demande de préparer les personnes concernées, à savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne le système de santé, comment mieux contribuer possiblement autour de la table. Et ça prend aussi, par exemple, ce qu'on appelle de l'explicitation des savoirs, c'est-à-dire faire en sorte que des personnes qui sont concernées par les enjeux de santé puissent se réunir aussi avant pour discuter ensemble de ce qu'ils ont vu comme enjeu commun à l'intérieur du parcours et arrivent autour de la table avec un sentiment de légitimité par rapport à leur savoir qui leur permet de réellement influencer la prise de décision. Je vous prends l'exemple, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous mettez un comité où il y a 50% de femmes et 50% d'hommes autour de la table que la prise de décision va être égalitaire. On sait que déjà de manière systémique, les femmes vont se sentir moins légitimes à s'exprimer et moins légitimes dans leur savoir à degré de compétence égale. Donc par exemple, on sait que dans certains cas, il y a des collectifs de femmes qui se réunissent en amont, échangent leur savoir, se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas juste dans leur coin un peu folles, elles pensent leur truc de leur côté et que les autres ne le pensent pas, elles se rendent compte qu'elles partagent des constats en commun, finalement se légitiment en disant en fait, il n'y a pas que moi qui pense ça, on est plusieurs, et faire en sorte que quand j'arrive à la réunion collective, là, je me sens vachement plus assis dans ma position pour le partager autour de la table. Donc, par exemple, on sait que cette action relativement simple, elle augmente la capacité à co-construire la décision dans un espace paritaire. C'est pareil avec les patients ou les personnes concernées par des défis de santé. Si on les amène juste autour de la table, mais qu'il n'y a pas un travail en amont de formation, d'explicitation des savoirs, de partage d'expériences permettant de savoir ce qui est propre à moi, Alexandre, 37 ans à tel endroit, mais qui n'est pas la même chose pour Magali, 52 ans, peut-être qu'au niveau de la table, je ne vais pas insister sur cette dimension qui m'est propre qu'à mon expérience de la psychiatrie. Et par contre, on a pris le temps de discuter avant et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments invariants que la plupart d'entre nous avons vécu. Et que donc ça, je me sens tout à fait légitime d'essayer d'influencer la décision autour de la table dans cette direction-là, parce que ce n'est pas juste mon expérience singulière et personnelle, mais que c'est un invariant collectif. Et donc là, je peux participer plus légitimement au sujet. Donc en gros, c'est la tendance qui s'en vient, générale. C'est ce qu'on a, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on essaye de tester. Le problème, c'est qu'on n'accompagne pas encore suffisamment bien les conditions dans lesquelles on va pouvoir valider cette hypothèse ou pas. C'est à se rendre compte où ça fonctionne ou pas. Parce qu'on n'accompagne pas forcément la relation. Bref. J'ai assez parlé pour lancer la discussion. Le but, c'était de vous mettre un cadre un petit peu sur le sujet. Je pourrais rajouter après des couches de détails ou d'autres exemples. Mais mon but, c'était surtout de générer une discussion avec vous sur est-ce que c'est des constats que vous observez aussi à différents endroits du système de santé? Si oui, comment c'est accompagné dans ces cas-là et c'est quoi les réponses et quels sont les résultats si vous en voyez? Deuxièmement, si ce n'est pas le cas, quelles sont les autres interprétations que vous avez de ces mouvements généraux qu'on voit sur les pratiques et les politiques publiques? Et c'est déjà pas mal comme question. En ligne, je ne sais pas si vous prenez la parole ou si vous le faites à l'écrit. Je sais pas comment ça se passe. Je vais juste mettre le mode galerie parce que je me rends compte que c'est plus simple pour attribuer pour voir déjà tous les participants. Voilà. Bonjour Réal. C'est rien. Ok. Est-ce que vous avez des exemples, des commentaires ou des questions? J'en ai plusieurs, mais là, il serait. Ouais, c'est là les gens qui avaient des. Très intéressant, merci pour cette vision de l'évolution des pratiques en matière, bon, pas uniquement sur l'approche patient-partenaire, mais donc sur l'ensemble de la contribution du patient dans l'amélioration de l'efficience des soins et de la qualité. Tu as parlé beaucoup d'expériences et d'approches décentralisées dans lesquelles les politiques ou les décisions peuvent être prises de façon décentralisée, de façon régionale. C'est quoi les limites de ces approches? Dans la mesure où on le fait ici à quelques reprises, et ce qu'on a observé, c'est qu'à la fin du processus,
l'équité en matière d'accès des soins n'était pas la même d'une région à l'autre parce qu'ils n'avaient pas pris les mêmes démarches pour les faire émerger. Donc, on arrivait à des inéquités d'accès à cause de décisions régionales qui avaient été prises sans considération d'un ensemble de paramètres. Donc, comment on peut contrecarrer ces effets qui peuvent être, je dirais, importants sur les patients dans un environnement où il y a quand même des principes généraux qui sont validés, il y a des données probantes qui existent. Et comment réussir à faire cohabiter ces différents paramètres de prise de décision dans la construction d'une politique publique, par exemple, ou autre? Alors déjà, juste avant de rentrer dans le détail, il y a un parti pris qui est pris dans les acteurs qui contribuent au déploiement de ces pratiques-là, qui est celui que les défauts générés par ces approches-là, par exemple l'exemple que tu viens de donner, sont moins pires que les défauts générés par le système centralisé. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui vont dire aujourd'hui le contrôle de la fraude coûte plus cher que la fraude. C'est dans un groupe, le nombre de resquilleurs, il est à peu près, on trouve toujours. En fait, le coût du resquillage coûte souvent moins cher que le contrôle du resquillage. Donc c'est la question, on se dit des fois, oui, il y a des enjeux, mais en fait, à quel point ils sont problématiques. Je prends un exemple concret. Par exemple, en France, dès qu'on parle du sujet des déserts médicaux, l'endroit où on n'a pas assez de professionnels de santé, notamment de première ligne, le réflexe toujours, c'est de dire bâton ou carotte, c'est-à-dire est-ce qu'il faut forcer les médecins généralistes, médecins de famille à aller s'installer là ou est-ce qu'il faut les inciter financièrement sur le sujet? Et donc, en fait, dès qu'on amène ça à un enjeu régional et territorial, ça finit toujours en débat idéologique sur justement carotte ou bâton, et ça, ce qui est rarement constructif parce que on voit aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution là-dessus. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que par exemple, donc moi j'ai accompagné un territoire qui devait se poser la question de l'accès aux soins primaires sur son territoire. Et donc, quand on l'a fait avec ces techniques de co-design et avec la participation des gens, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas parti du problème comme si c'était désert médical égale pas assez de médecins parce que c'est le médecin qui répond à ça. On a dit, déjà, on va cartographier c'est quoi les besoins de première ligne. Donc, les gens, on est parti des données à la fois statistiques, etc., plus des expériences des associations de professionnels et de patients. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on a mappé ça, juste le processus, déjà, il est intéressant parce qu'il est incapacitant pour tout le monde. C'est-à-dire que déjà, quand on dit, les gens, on trouve qu'ils n'ont pas assez de pouvoir d'agir sur leur organisation du soin, quand les infirmières libérales, les médecins de famille du coin, qui ne sont pas dans les trucs ministériels, etc., sont retrouvés à pouvoir un peu mettre la main dedans, et pas juste donner leur avis, mais être vraiment en train de construire un processus. Juste ça avait une valeur en soi, en termes de les garder mobilisés et engagés dans le système de santé. Mais ça a permis de se rendre compte qu'on était à 70 à 80% des besoins exprimés pour lesquels on n'avait pas forcément besoin des compétences du médecin de famille, en fait. Et qu'en fait, il y avait plein d'autres acteurs à l'échelle territoriale qui pouvaient répondre à ça. Et donc, déjà, ça changeait vachement d'avoir reproblématisé et d'avoir repris ce prisme-là, fait en sorte que déjà, on a réouvert la possibilité de considérer qu'en fait, il y a d'autres approches plus collectives de soins primaires qui peuvent fonctionner. Par contre, après, dans les dispositifs qui étaient patents, sur une fois qu'on a fait évoluer ça, là, on est passé à la couche nationale dans laquelle on a regardé est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des dispositifs faits dans d'autres régions, qui ont été faits de telle ou telle manière, et surtout, est-ce que les statuts que certains voulaient donner aux patients, par exemple des patients pérédants ou médiateurs de santé pair, est-ce que ça a créé ou pas des résultats positifs ou pas dans d'autres endroits? Donc, on a été regarder si dans la littérature qui était partagée, on retrouvait. Donc, on a essayé de monter en généralité à partir d'une expérience locale, mais qui fait en sorte que leur autonomie, finalement, elle était limitée à reproblématiser les enjeux locaux. C'était pas genre on prend les enjeux nationaux, on se dit que dans notre coin c'est les mêmes enjeux et on trouve une solution à ça. En fait, on reproblématise à partir de notre territoire et de nos enjeux. Donc ça se peut qu'il y ait une disparité. Là, je le confirme. C'est-à-dire qu'il y a des manières de répondre aux besoins de soins primaires en Bretagne qui ne sont pas les mêmes qu'en Corse. Et dans certains cas, c'est positif, parce qu'en fait, c'est juste pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes acteurs. J'en sais un coin, on n'a aucune infirmière, donc on sait plus à appuyer sur les préposés bénéficiaires, etc. Et d'autres enjeux qui sont négatifs, qui est, en fait, ça crée une inégalité, parce qu'on va, par exemple, attirer beaucoup de professionnels là et on les vide d'un autre endroit où des gens n'en avaient pas beaucoup. Donc, il y a les deux niveaux qui vont arriver. Et actuellement, ce qui se fait, c'est que ça monte à l'échelle régionale, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coordination à l'échelle nationale pour voir s'il n'y a pas des enjeux de la sorte que tu as mentionné. Donc, aujourd'hui, à l'échelle régionale, ce genre d'inconvénients sont évalués, mais je pense toujours pas encore adéquatement, parce qu'on a quand même des enjeux, je veux dire en France, mais je pense qu'au Québec, on peut le dire aussi, on ne sait pas très bien coopérer si efficacement que ça. Donc, même si le dispositif est mis en place avec ces garde-fous, je considère que même à l'échelle régionale, où on a mis un garde-fou institutionnel pour le faire, je pense qu'il y a encore des enjeux d'inégalité qui sont créés par ces dispositifs-là. Aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à contribuer à déployer ça, parce que je pense que vraiment, je vois les bénéfices des acteurs territoriaux. Soit on est dans un pays où on est 72 millions d'habitants, donc encore une fois, le fait du nombre fait en sorte qu'on a quasiment le même nombre de personnes au ministère de la Santé et autres. Donc, par rapport au nombre, c'est-à-dire qu'on a encore moins de gens représentés qu'au Québec dans l'institution. Donc, ces moments où les acteurs de territoire peuvent se réapproprier une partie
du processus et de la démarche d'organisation du système de santé, je la trouve extrêmement positive, en particulier en France, du fait d'un faible nombre de personnes qui peuvent participer à la décision publique par rapport à la population. Donc, j'aurais tendance encore, aujourd'hui, je dirais peut-être pas pareil dans 2 ans, à continuer à aller dans cette direction-là, parce que j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients. Tout en négligeant pas la partie accompagnement. Parce que, juste pour dire qu'on a dit à des présidents d'agences, des professionnels de dire bah, il n'y a plus qu'à recevoir les 80 autres patients et acteurs associatifs sur telle et telle question. Si je ne le prépare pas en amont, lui, il arrive juste déjà en mode je vais me faire attaquer, ils vont être dans la défense de droit, etc. En fait, non, il faut être capable de préparer les acteurs qui ne sont pas habituellement autour de la table pour qu'ils soient dans une posture de coopération et qu'ils aient tous les outils à mobiliser pour et qu'ils amènent réellement de l'expérience. Et de la même chose du point de vue des cliniciens. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé des patients, mais en fait, dans ma bouche, il faut autant expérience veut dire autant le clinicien que le patient. Les mouvements que j'ai nommés, c'est des mouvements qui visent à se réancrer dans l'expérience de terrain de l'ensemble des acteurs d'usage, le clinicien comme. Et le but d'ailleurs du Lean Santé phase 2, une des innovations qui était dedans, c'était de dire oui, on est là pour favoriser l'engagement des patients, mais aussi celui des cliniciens, parce qu'en fait, on les trouve très très peu dans les Kaizen. Donc justement, l'objectif, c'est que l'expérience d'usage du clinicien elle soit aussi un garde-fou à la prise de décision managériale. Rondeau à la même idée. Bonjour, M. Rondeau. Oui, bonjour. D'abord, merci pour cette présentation. J'ai une préoccupation un petit peu déviante. C'est pas étonnant. J'ai beaucoup aimé la démarche que j'appellerais de validation incrémentale. Cette idée-là qu'on commence plus bas, on amène des gens ensemble et on légitime incrémentalement une prise de position. Moi, je suis préoccupé beaucoup par le phénomène de l'usure. Les gens qui participent dans ces choses-là, il y a clairement un phénomène d'usure. À un moment donné, ils ont l'impression qu'on tourne en rond. Là, il y a une démobilisation qui se produit. Et j'ai toujours peur au phénomène de l'idéologisation, si je peux m'exprimer comme ça, là, de ceux qui restent. Et je ne sais pas si vous avez été confronté à ce genre de choses-là, mais comment est-ce qu'on évite justement cette idéologisation-là? C'est une très bonne question parce que c'est effectivement le cas, c'est un constat qu'on observe et c'est ce qu'on a observé avec la représentation des usagers. C'est-à-dire que autant l'idée était bonne au départ et en même temps elle a pris des tournures qui n'étaient pas celles qu'on souhaitait à la base sur la démocratie en santé. Je connais un peu la situation au Québec, mais ça fait 4 ans, donc je ne sais pas si ça évolue différemment, mais en France, vraiment, ça a évolué très différemment du fait de l'arrivée des patients partenaires qui ont menacé les représentants des usagers en termes de posture, parce que le gouvernement et les cliniciens commencent à préférer travailler avec des patients partenaires qu'avec des représentants des usagers, parce qu'en fait, ils étaient plus ancrés dans l'expérience et ils étaient moins dans des positions idéologiques parce qu'ils parlaient à partir d'expériences qu'ils ont vécues et ils ne se prononçaient pas sur le reste. C'est moi, je le vis avec telle et telle pathologie et j'ai telle expérience de parcours et je viens me prononcer sur ce sujet-là. Mais je ne viens pas parler au nom des autres et je ne viens pas parler des autres pathologies. Alors que des fois, la position de représentant usager, on l'a mis même en tant que système de santé dans une position où on lui demande quasiment son avis sur plein de choses très diverses sans s'assurer qu'il y a eu le travail en amont qui a été fait. D'ailleurs, juste avant de répondre, je redis ce passage-là. Moi, en France, je passe souvent mon temps à dire ce qu'on a besoin autour de la table, ce n'est pas de représentants des usagers, ce qu'on a besoin, c'est de représentation des usagers. C'est-à-dire, c'est de l'action, ce n'est pas de la personne qui a été élue à un moment et puis elle est autour de la table, on se dit ça y est, j'ai de l'expérience qui est là. C'est de dire, non, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière? Ce qui nous intéresse, c'est l'action. Qu'est-ce qui a été effectivement? Mais pareil du point de vue des professionnels. Les directeurs de soins en France, qui sont les représentants des cliniciens, qui viennent d'une rencontre à l'autre, quand je les entends parler de critiquer les représentants usagers, je dis, tu as été faire le tour de tes collègues cliniciens avant de donner ton avis sur la question qu'on vient de discuter? Non, ils sont autant dans une position individuelle, leur propre prisme subjectif, et ils n'ont pas fait le travail de collecte en amont avant de parler au nom comme nos députés. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a les mêmes. Globalement, ce travail de représentation est quand même relativement peu fait. Donc, je vais dire, d'abord, je réponds de manière abstraite et après de manière concrète. De manière abstraite, mais tout à fait pragmatique, en fait, c'est que, justement, tout à l'heure, j'ai parlé de flux, c'est-à-dire que la question d'expérience, c'est une question de se remettre dans, justement, pas une position sclérosée, mais une position de personne qui vit au quotidien l'enjeu. Les personnes deviennent idéologiques quand, justement, elles ne sont plus dans le flux, c'est-à-dire qu'elles viennent présenter et se dire, voici mon avis sur le futur
plan d'établissement sur la santé mentale alors que je ne suis pas dedans. Je vais donner une position idéologique parce que je défends et je porte une idée agrégée, sclérosée, mais qui n'est plus dans l'expérience justement vivante de la chose. Donc, le meilleur garde-fou à ça, c'est justement ce travail de dire, bah, si le prochain comité de travail sur la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique sur la vie affective et sexuelle des personnes qui vivent avec la sclérose en plaques, bah, si ce que je veux, c'est que les 3 personnes qui viennent autour de la table, ils n'aient pas une position idéologique comme celle que vous mentionnez, bah, on travaille ensemble à se dire, on arrive avec quoi comme matériel, on fait quoi comme activité en amont, et de ce fait-là, je ne m'attends pas à attendre dans 3 mois la rencontre où je me dis, bah, j'attends qu'ils arrivent avec de l'expérience et puis bring it on, puis on va voir ce que tu donnes. Et c'est de se dire comment on s'organise pour que chacun autour de la table, dans 3 mois, arrive avec de la donnée d'expérience ancrée, d'usage, et que de ce fait-là, on est sûr que c'est un garde-fou à la position idéologique parce qu'on se dit d'où tu parles, à partir de quoi tu parles. Et ça peut être soit une position individuelle, je suis un patient partenaire et je viens vous parler d'une perspective du système de santé, etc. Et donc, je viens parler en mon nom et je viens amener de l'expérience, mais sans me positionner sur des enjeux collectifs, ou j'ai fait un travail de discussion et d'interaction avec une diversité d'usagers qui font l'expérience, qui ont la sclérose en plaques et qui ont des enjeux de vie affective et sexuelle et auprès de qui j'ai été chercher cette matière. Et donc, j'arrive avec de la matière vivante, qui n'est pas une posture théorique ou idéologique que je défends justement d'autant plus fort qu'elle n'est pas ancrée dans l'expérience. L'idéologie, elle vient quand je ne peux pas avoir d'autres légitimités d'expérience que parce que justement, je me mets dans la posture. Donc, un des meilleurs garde-fous à l'usage, à la dérive idéologique, c'est justement l'ancrage dans l'expérience, mais non pas en ayant une injonction envers leur personne en disant « tu dois amener de l'expérience », mais en l'accompagnant à pouvoir aller chercher ce matériel et à pouvoir le travailler, c'est-à-dire en l'accompagnant méthodologiquement. Et c'est la même chose du côté des professionnels qui sont presque aussi souvent, dans mon cas, ce que j'ai pu observer, dans des positions idéologiques, dans des prises de décision importantes, c'est-à-dire idéologiques au sens de assez peu ancrées dans l'expérience d'usage et qui sont plus quelque chose qu'ils ont appris à travers leur façon de manager et qui leur a apporté beaucoup de réussite et de succès, mais pas forcément de succès pour les patients ou les citoyens, mais surtout pour leur succès organisationnel. Ils reportent des idées qui sont utiles de manière autoréférentielle pour faire valoir le type de management qui fait sens pour. Donc, ça fait sens ou pas, Monsieur Rondeau? Oui, tout à fait. Mais juste pour dire, c'est donc une préoccupation extrêmement importante. Parce qu'en plus, nous, on perdra notre pari. Nous, notre travail, si je prends, j'ai des collègues qui sont en ligne d'ailleurs, au centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics, c'est que le pari qu'on fait, c'est de dire aux professionnels, justement, regardez, on peut créer les conditions de la relation et de la coopération dans lesquelles ça va être constructif, ancré dans l'expérience. Et donc, quand on voit des positions idéologiques advenir de certains acteurs que nous, on essaye de valoriser, on est les premiers beaucoup plus vigilants et exigeants avec eux pour dire non, fais attention. Au bout d'un moment, quand tu es à ton 8e comité et que tu commences à professionnaliser le truc, en tout cas, c'est possible, mais ça te demande encore plus d'assaise dans la manière dont tu fondes tes jugements, tes contributions et tes commentaires. Il va falloir de ce fait-là qu'on explicite, qu'on formalise et qu'on s'assure qu'on n'en vient pas à devenir un professionnel de la posture sur le sujet et qu'à un moment, elle l'était et on a gagné en légitimité, en crédibilité, parce qu'on était sur son champ, sur son expérience. On a eu beaucoup de capital organisationnel avec ça et qu'après, on l'utilise pour d'autres raisons, on ne l'est plus. Et là, on retombe exactement dans la posture qu'on décrivait au départ. Réal ? Bonjour Alexandre. Bonjour. J'aimerais quand même rappeler qu'Alexandre est aussi passé par HEC Montréal au niveau de sa formation de maîtrise là, avant de faire son doctorat à Ottawa. Là. Écoute, tu connais bien la France, bien sûr. Moi, j'ai enseigné pendant plusieurs années à Rennes. Tu as parlé des institutions tout à l'heure, les politiques publiques qui encouragent, puis qui mettent le terrain pour encourager la perspective du patient partenaire, etc. Tu as parlé des facultés de médecine. Mais tu n'as pas parlé de. J'aimerais ça que tu nous parles de l'École des hautes études en santé, qui est un peu l'espèce de moulin qui fabrique les gestionnaires. Hein. Je pense que quand on veut accéder à un poste de gestion en France, on doit passer par l'École des hautes études en santé. J'ai en tête un ami, par exemple, qui était prof d'économie dans une business school, puis qui a décidé d'aller vers la carrière de gestionnaire en santé. Il est passé par l'école et puis après ça, il a reçu son OK pour pouvoir postuler sur des postes de numéro 2, de numéro 3. Comment une institution comme celle-là, où est-ce qu'on en est sur cette perspective-là, de la démocratisation, etc.? Parce que tu as beaucoup évoqué l'accompagnement, le support.
souvent, l'accompagnement et le support, c'est aussi fonction des équipes de direction en place qui vont bien supporter ces choses-là. Tu as beaucoup expliqué l'importance de construire la légitimité en amont. Mais qu'en est-il du moule à fabriquer les gestionnaires de santé à Rennes, en France, dans le fond, par le volet de Rennes? Donc, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas le système de santé français, il y a une école qui s'appelle donc le HESP qui forme tous les directeurs du public. On peut être directeur d'une clinique privée ou d'établissement privé si on n'est pas passé par le HESP. Mais par contre, un établissement public en France, on est obligé d'être passé par là. C'est un concours parce que c'est un statut. Vous savez on aime ça en France. On a un statut de haut fonctionnaire qui vient justement avec un concours spécifique. Et donc, pour être directeur d'hôpital en France, il faut avoir fait le concours et avoir été formé à l'EHESP. On peut être cadre de santé, manager intermédiaire sans avoir fait le HESP. Il y a plusieurs universités qui proposent des postes, donc on peut le faire. Mais par exemple aussi directeur des soins, c'est-à-dire le directeur, enfin le représentant des autres cliniciens qui va parler, pareil, il est obligé d'être formé. Donc on a 4 publics statutaires, directeur d'hôpital, directeur des soins et directeur d'établissements médico-sociaux. En plus, pour tout ce qui est personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc. Pareil, c'est un concours. Dès qu'on est dans le public, il faut avoir fait ce concours. Comme si les NAP, c'est obligatoire. C'est ça, exactement. C'est comme l'ENA qui est obligatoire en France pour être haut fonctionnaire. Vous ne pouvez pas faire l'École nationale d'administration en France, qui maintenant s'appelait l'INSP, l'Institut national supérieur de... c'est le nouveau. On lui a donné un nouveau nom, mais c'est les mêmes. Mais au moins, il y a toute une casque d'énarque, mais c'est une école obligatoire pour être capable d'exercer certains types de fonctions qu'on considère être garantes de l'intérêt général. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un socle commun, une certaine éthique dans la manière de faire, etc. Et des méthodologies de travail pour l'intérêt commun. Justement, moi, ayant été à l'école, on a parlé tout à l'heure de Vincent Dumez au Québec, qui est un des acteurs majeurs et pionniers sur le patient partenaire. Moi, j'ai travaillé avec Vincent pendant, je travaille encore, mais depuis 14 ans. Et donc, on a toujours eu des approches assez écosystémiques où on a identifié dans l'écosystème c'était où qu'il y avait les leviers stratégiques pour agir et éviter de juste mettre toute son énergie dans un endroit. Et puis, en fait, se rendre compte que si j'avais pris 10% de mon temps pour aller travailler à tel endroit, Agrément Canada, à tel endroit, à la fac de médecine, etc., je me facilitais le travail dans le service de soins parce qu'en fait, j'ai changé la formation initiale des médecins, j'ai changé telle politique publique, j'ai une nouvelle norme d'agrément qui me permet d'avoir une excuse de travailler avec ça, avec chaque établissement. Et donc, quand je suis arrivé en France, moi, j'ai mis de l'énergie en me disant, si j'enseigne quelque part, parce que j'enseignais effectivement donc, aussi à HEC, si j'enseigne quelque part, c'est à l'EHESP. C'est là qu'ils vont être ceux avec qui je travaille au quotidien dans les hôpitaux. Donc moi, j'ai un poste de prof à l'EHESP parce que j'ai visé justement en me disant, c'est là qu'on peut avoir un effet de levier. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est très personne dépendant. C'est parce que là, on a fait un travail, on s'est dit collectivement où est-ce qu'il faut qu'on se répartisse entre acteurs du mouvement pour avoir un effet systémique. Et donc, moi, je donne le cours sur démocratie en santé aux élèves directeurs d'hôpitaux. Et quand je suis arrivé la première année, c'était une demi-journée. La deuxième année, c'était une journée. La troisième année, 2 jours. Et maintenant, c'est 3 jours. Donc, chaque année, on a réussi à gravir parce que les étudiants, ils étaient comme, ça répond à quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la pratique pour lequel on n'est pas outillé. Donc, aujourd'hui, dans la formation des élèves directeurs d'hôpital en France, il y a 3 jours sur la démocratie en santé, sur l'intégration des usagers, sur l'intégration de l'expérience patient qui est obligatoire. Ça fait partie du tronc commun. C'est intéressant. Alors, juste pour dire, c'est très facile en plus parce que le reste des cours est tellement ennuyeux, et c'est le mot des étudiants, qu'en fait, un cours où on remet un peu la logique de politique au sens général de politique, pas partisane, mais de notre travail, c'est là pour répondre aux besoins des gens. Ce n'est pas que des questions de finances, de droit, etc. Mais tout ça, c'est au service de quelque chose. Il faut qu'on reformalise, qu'on réexplicite, que pour eux, ça fait beaucoup de sens. Et j'ai carrément des UE de 3 crédits sur le même sujet pour les directeurs des soins et les directeurs d'établissements médico-sociaux. Donc, pour les autres publics, on a réussi à en faire un cours complet où on les accompagne en stage, donc ils vivent des stages, et on leur demande de pratiquer l'engagement d'usagers dans leur stage. Alors, juste pour te dire, Réal, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que je vois bien la différence entre, pour l'instant, le public directeur d'hôpital, où ce qui les intéresse, c'est plus, pour l'instant, la question philosophique, la question politique, ils le traitent plus à un niveau d'abstraction plus élevé. Alors, tous les autres publics, on l'a fait là où il y a un vrai taux de transformation, c'est-à-dire qu'on les accompagne à faire. Et là, on le voit très bien dans la sortie, c'est qu'alors que je mets la même énergie sur les 3 publics, avoir accompagné quelqu'un, avoir eu une expérience positive, encapacitante, je rajouterais joyeuse, de coopération avec des personnes concernées par les défis de santé sur lesquels ils sont responsables, ça a un effet de crantage, mais qui est vraiment énorme. Parce qu'ils peuvent être convaincus de l'idée, ils peuvent trouver ça très pertinent, ils peuvent voir qu'il y a une politique publique, mais tant que j'ai mes représentations personnelles, tant que j'ai peur
dès que ça m'amène de l'incertitude, etc., dans une vie extrêmement occupée, il y a très peu de chances qu'il y consacre du temps. Par contre, quand on lui a fait faire et qu'il se rend compte qu'il y gagne du temps sur certains trucs, en fait, tu as pu tester tes idées, te rendre compte qu'elles n'étaient pas si pertinentes, ce qui fait que tu ne vas pas passer 6 mois à essayer de déployer un truc où tu essaies de le plaquer sur tes cliniciens ou tes usagers et que tu essaies de faire de la gestion de changement dans tous les sens, et qu'en réalité, ça fait tellement pas sens pour tes acteurs qu'en fait, au bout de 6 mois, tu vas abandonner parce que tu as plus d'enjeux que de bénéfices. Alors que là, on leur permet de tester de manière très empirique des premiers prototypes, de le tester avec eux, de voir ce qu'embarque. Et après, il y a de l'autonormativité, c'est-à-dire que les acteurs, ils embarquent d'eux-mêmes pour déployer certains de ces projets-là. Il y a un équilibre à trouver parce qu'ils ne peuvent pas le faire pour tous leurs projets en permanence, etc. Mais ce que je vois, ça, c'est un facteur clé de succès pédagogique que je peux confirmer empiriquement entre des cours magistraux sur le sujet, des cours de 10 heures, 20 heures, 30 heures sur le sujet, et accompagnés à une expérimentation, un professionnel de santé à co-construire avec des personnes concernées et d'avoir facilité la relation pour que ça se passe bien, ça donne vraiment le goût de recommencer. Et la plupart du temps, c'est assez winner. Donc voilà, tu as raison, c'est un cœur névralgique et stratégique, le HESP en France. Si on n'était pas là, si on choisissait de ne pas être là, moi je vois qu'après je les retrouve dans le CHU, dans les CH et les CHU ou les ministères de la Santé, c'est qu'une fois qu'on les a eus et qu'on leur a fait tester ça, c'est beaucoup plus facile de les faire agir sur le sujet que si on arrive et qu'ils vont nous voir dans une posture idéologique en leur disant si, c'est très très bien, vous devriez. Et on va dire, bon, t'es gentil mon petit garçon, mais j'ai pas le temps, etc. Merci. Yann. Ariane? Merci. Je voudrais peut-être profiter de ton expérience dans le design des trajectoires de soins, ce que tu as expérimenté au Québec et ce que tu expérimentes en France en ce moment. Du côté du Québec, quand on a commencé à travailler plus concrètement sur les trajectoires de soins après les réformes de 2015, en fait, c'était une intention, mais on voit que c'est démarré à géométrie variable. D'une part, tout dépendant des pathologies. Par exemple, en cancérologie, ça s'est organisé plus rapidement, puis de façon peut-être un peu plus régionale, avec des balises beaucoup plus définies. Pour les autres trajectoires de soins, ça dépendait des localités, des équipes motivées, puis d'un paquet d'éléments. Et les résultats, sont tout autant à géométrie variable. Donc, on n'est pas dans une démarche qui est systématique. Qu'est-ce qu'il y en est du côté de la France et de quelle façon est-ce que tes expériences, d'une part, est-ce que ce que je raconte à propos du Québec est également ce que tu as expérimenté, ou toi, quelle est ta compréhension de la façon de travailler les trajectoires au Québec avec ou sans les patients partenaires, parce que je pense qu'il y a un peu des deux qui se font. Et de quelle façon est-ce que ça se compare du côté de la France? Est-ce que c'est tout autant local et variable, ou est-ce qu'on est sur une démarche plus structurée? Ah non, c'est beaucoup moins, c'est même moins structuré qu'au Québec. C'est beaucoup plus territorial, c'est beaucoup plus personne dépendant. Alors, c'est valorisé, dans le sens où le ministère se positionne sur le sujet, des agences se positionnent sur le sujet, mais il n'y a pas de politique publique sur le sujet, il n'y a pas de financement national sur le sujet, il n'y a pas beaucoup d'experts capables d'accompagner ça. Le seul gros projet qui pourrait t'intéresser sur le sujet, c'est le projet qui s'appelle Responsabilité populationnelle, qui est mené par la FHF, qui est donc la Fédération hospitalière de France, c'est l'ensemble des institutions publiques, et dans lequel c'est un Québécois d'ailleurs qui monte ça, c'est Antoine Malone, qui est un Québécois qui vit en France depuis 12 ou 15 ans. Et en fait, eux, ils l'ont fait par trajectoire spécifique, genre les 5 défis chroniques populationnels par territoire, c'est-à-dire en gros diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, etc. Et ils ont fait en sorte de prendre 5 régions en France dans lesquelles ils refont les trajectoires en intégrant citoyens, patients, associations. Ils l'ont fait de manière vraiment en mettant toutes les parties prenantes autour de la table, mais parce qu'ils avaient un environnement très circonscrit. C'était des petites régions avec la grosse ville du coin faisait 50 000 ou 60 000 habitants, c'est-à-dire vraiment des relativement petites villes en France. Et ils l'ont fait, mais donc vraiment sur... c'est de l'accompagnement tailor-made. C'est très personnalisé. Le taux d'accompagnement est quand même très élevé. Tu ne pourrais pas le reproduire à l'échelle nationale. Donc, il n'y a pas de démarche nationale structurée le visant. Il n'y a pour l'instant que des expérimentations à petite échelle. Par contre, il y a eu la publication des résultats de cette approche qui a été faite d'ailleurs aussi avec Marie-Pascale Pommet, que plusieurs connaissent ici, qui est co-directrice du Centre d'Excellence, mais qui est la moitié du temps quasiment en France, qui fait beaucoup de missions en France, et qui a participé à ça. Et donc, il y a eu l'évaluation sur 5 ans, et les résultats sont vraiment là très intéressants. Mais l'enjeu, c'est qu'on ne pourra jamais reprendre l'énergie et le temps qui a été mis sur ces 5 parcours. On voit que ça marche. Donc là, on a fait dans les bonnes conditions, ça marche. Mais à l'échelle de population, de la population française et des territoires, donc
Pour l'instant, on ne sait pas comment faire la version intermédiaire. Mais est-ce qu'elle aurait des valeurs ajoutées quelconques? Est-ce qu'elle aurait des bénéfices quelconques si on la faisait à moitié aussi? Mais les principes qui restent sont les mêmes, c'est que globalement, à l'échelle française, mais je pense que c'est pareil au Québec, il y a une érosion du rapport à l'autorité des politiques publiques et même à l'autorité managériale organisationnelle qui font que s'il y a des choses qui ne font pas sens pour les acteurs, etc., c'est beaucoup plus difficile de les faire faire des choses à partir de l'autorité symbolique ou hiérarchique, etc. Ce qui fait qu'on sait qu'avoir des bonnes pratiques qu'on voudrait déployer, et même si c'était les bonnes et que c'est vraiment celles qu'il faudrait faire, les acteurs embarquent peu et se laissent peu déterminer dans leur pratique par exemple, une trajectoire repensée en psychiatrie dont on sait qu'empiriquement, elle donne les meilleurs résultats et qu'on l'a fait sur 5 territoires et maintenant on le mettrait à l'échelle nationale. Maintenant, en fait, on est obligé de reprendre un travail, un tant soit peu de co-construction et d'appropriation par chacun des acteurs de chaque trajectoire. Sinon, ils ont un rapport à l'autorité par défaut ou à la chose venant de l'extérieur par défaut comme étant de la réaction négative et critique par rapport à ça. Alors que ça se trouve, ils vont faire la même chose à la fin du processus de co-construction. Mais au moins, ils se le seront appropriés. Donc responsabilité populationnelle, FHF, Antoine Malone, il y a un rapport d'évaluation sur ce que ça a donné de les repenser de cette manière-là. Et il y a toute la méthodologie qui est déployée. Et au Québec, si Antoine n'est pas consultable de distance, même à Marie-Pascale Pommet, il y a beaucoup travaillé. On a beaucoup parlé d'autonomie en début de la présentation. Tu as soulevé le problème d'absence d'autonomie qui, par effet indirect, réduit le sens au travail des soignants principalement. Comment tu vois la nouvelle logique que tu as présentée en matière de financement avec les PREM et les PROM comme mécanisme d'incitatif qui pourrait éventuellement impacter la capacité d'autonomie et le sens au travail des soignants? Comment tu vois le lien entre ces mécanismes-là qui sont très importants en matière de gouvernance? Ben encore une fois, c'est comme j'ai l'impression, ce que j'observe, c'est que souvent, tout mouvement d'émancipation, il peut être tout autant un mouvement d'aliénation. C'est-à-dire que l'outil qui pourrait être très utile pour aller dans le bon sens peut aussi faire tout l'inverse. C'est le principe du Lean. D'ailleurs, la philosophie du Lean est tout à fait pertinente, mais on peut l'utiliser pour faire des trucs qui n'ont aucun sens avec, du point de vue managérial et des patients. Ce qu'on observe, c'est que je veux dire, la philosophie initiale, je vais faire comme dans Lean, entre la philosophie initiale et comment c'est utilisé par l'institution actuellement. Mais dans la philosophie initiale, les PREMS et les PROMS sont vus comme des indicateurs, des boucles de rétroaction à mon action d'équipe. Donc, si je l'utilise dans une vraie logique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de la pertinence des soins, c'est un outil extrêmement qui permet l'autonomie, parce qu'en fait, c'est juste mon retour d'expérience me permettant d'ajuster ma façon de faire. Donc, si l'équipe garde l'autonomie sur les PREMS et les PROMS qui sont à son niveau, qui sont à un niveau informatif, et qui peuvent avoir des comités d'amélioration continue qui ne sont pas à des échelles 3 ou 4 niveaux hiérarchiques au-dessus, mais vraiment à l'échelle du service, c'est un outil d'amélioration continue qui permet l'autonomie et qui même la renforce. Parce qu'au moins, j'ai des retours sur ce qui ne fonctionne pas. Actuellement, dans la plupart des services que j'accompagne et qui se posent ces questions-là, ils se basent tous pour savoir si je leur dis comment ça se passe les soins chez vous, ils vont se baser sur leur jugement subjectif de ce qu'ils entendent. Ils ne regardent même pas les retours d'expérience patient écrits qui sont obtenus par le cadre. Et d'ailleurs, le cadre ne les communique pas. Donc, c'est comme on leur dit, il y a des choses qui pensent être pertinentes, mais en fait, si on demande aux patients, on pose la question à 4 patients en sortant, ils sortent des trucs en disant, mais ça, c'est totalement inadéquat, et les professionnels dedans n'ont absolument pas conscience que c'est inadéquat, et donc continuent à le faire, pas du tout de manière mal intentionnée, mais parce qu'ils n'ont aucun retour. Donc, les PREMS et les PROMS, c'est quand même des indicateurs pertinents pour ça. L'enjeu aujourd'hui, c'est que l'institution fait un autre travail de contrôle qui est de dire, ah ben, on va l'utiliser comme un truc pour contrôler qui fait bien, qui ne fait pas bien. Et donc, c'est là que ça se pervertit. Et donc, je pense que là, effectivement, dans la tournure que ça peut prendre, ça ne l'a pas encore pris, mais la tournure que ça pourrait prendre du fait de l'hégémonie en termes de la manière de faire habituelle dans le système de santé en France, fait en sorte qu'on pourrait en faire à l'inverse un outil qui nuit à l'autonomie des acteurs, qui n'est déjà pas très élevé. Raison pour laquelle nous, on pense, dans les acteurs qui travaillent sur l'enjeu, que si on renforce à fond les pratiques d'ancrage dans l'expérience avec les acteurs associatifs, les patients, les citoyens et les cliniciens, ils sont les meilleurs garde-fous à ça. C'est-à-dire que justement, on se dit qu'aujourd'hui, la plupart justement des cliniciens qui se sentent un peu oppressés par l'organisation du système de santé, on leur a fait conscientiser, je pense en France, que leurs alliés, c'est les autres du côté de l'usage et de l'expérience, et que les patients sont des alliés face à un système qui essaye d'organiser, mais ils ne sont pas plus mal intentionnés de l'autre côté, mais il leur manque aussi, comme de l'autre bord, une partie de la réalité sur laquelle agir. Donc on leur dit juste, là, ça vous donnera plus de force, parce que dans la société actuelle,
c'est plus celui qui est en position de décision là-dessus qui aura plus d'influence que vous sur cette qualité-là. Donc, il faut que vous montriez à quel point l'expérience que vous menez, elle est objective et que ce n'est pas une logique idéologique ou syndicaliste sur le genre de truc, mais que c'est des éléments empiriques qui montrent que ce n'est pas les bonnes décisions. Donc, c'est plus l'objectif qu'on va en faire de ces différents indicateurs que l'indicateur lui-même. Si on les prend pour contrôler, pour sanctionner, comme on fait présentement dans à peu près tous les systèmes de au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, tout à fait. On n'arrivera pas à faire quoi que ce soit. Au contraire, on va probablement encore davantage créer de l'oppression dans le système. Et de la comparaison entre services, on va dire, attends, tel chirurgien à tel endroit, il a des proms de tel niveau sur la chirurgie, il y a de la cataracte ou de la hanche, toi, tu n'as pas les mêmes résultats, donc je te finance moins. Mais ce n'est pas se rendre compte qu'il y a plein d'éléments qui font que ce n'est pas que des facteurs individuels, mais des facteurs d'organisation du service, des facteurs du type de compétences. Donc aujourd'hui, on arrive à, par exemple, à isoler les variables pour voir les degrés de complexité de soins, pour quand même comparer des choux et des choux. Donc ça, on y arrive bien, mais il y a quand même encore, c'est une donnée au niveau de l'équipe, mais on voit que la tendance des managers, c'est d'individualiser le résultat en disant, c'est comme s'ils utilisent ça pour objectiver des licenciements ou des remontrances à d'autres, en disant, il y a quelqu'un de problématique dans le service avec qui je n'ai pas de poignée pour agir. Là, ça me donne des billes pour me dire que je vais pouvoir individualiser l'enjeu collectif qui est identifié par les indicateurs et que ça va me donner de l'objectif, ça va objectiver mon action. Donc, comme tout, l'outil peut faire l'inverse de ce qui est prévu, mais par contre, comme il est concomitant à quand même un mouvement général de l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui est quand même assez prenant, par exemple en France, et deuxièmement, des approches d'ancrage dans l'expérience d'usage et des dynamiques participatives, je pense qu'on a un garde-fou pas trop mal pour y arriver. Mais ça demandera au niveau institutionnel d'avoir que les gens qui ont cette sensibilité-là puissent y participer. Donc, la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que ce qu'il faut faire attention, c'est que ces pratiques-là demandent, comme on y est peu exercé, plus d'énergie qu'une action autoréférentielle, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire. L'enjeu, c'est que, ce que je suis en train d'essayer de pointer, c'est que tout ce qu'on discute comme enjeu du système de santé sont notamment dus à des défauts d'autoréférentialité. C'est-à-dire d'un monde fermé sur lui-même qui, n'ayant plus accès à des boucles de rétroaction de ses actions, commence à prendre des actions, des décisions très idéologiques et très fermées sur elle-même, et en fait, se rendant pas compte qu'il se rend encore plus en difficulté du fait de le faire. Mais si je prends n'importe quel décisionnaire du système de santé aujourd'hui, qui en a par-dessus la tête en termes de courriel, de comité, etc., qui est fatigué la plupart du temps, je me rends compte que dans ces conditions-là, on le sait en psychologie, la probabilité de prendre des idées qui sont, de mobiliser, d'exprimer des idées qui sont autoréférentielles est d'autant plus grande. C'est-à-dire que je vais m'enfermer encore plus dans mon système parce qu'il est plus économique en termes idéologiques. C'est une idée avec laquelle je suis plus familière. Ça me demande l'incertitude et l'insécurité est très énergivore. Donc, je vais moins dans cette direction-là. Donc, plus je suis fatigué, plus je crée les conditions de ma fatigue. Et c'est valable à l'échelle individuelle comme à l'échelle du système. Plus je suis en difficulté, moins je suis capable de faire les activités dans mon service ou dans mon établissement qui sont nécessaires pour sortir de cette difficulté-là. En tout cas, ça diminue la probabilité. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que systématiquement, je vais avoir tendance à reproduire des actions qui me remettent en difficulté. Un professionnel qui a trop de patients dans la journée, je pense sur une GMF qu'on avait étudiée, il va se mettre de moins en moins en relation, rentrer en relation avec le patient. Donc, il va faire un soin de plus en plus désincarné. En fait, c'est des soins dans lesquels il y a de plus en plus d'inobservance au traitement. Donc, c'est des gens qui reviennent encore plus en première ligne la fois d'après. Donc, on voit bien que le serpent se mord la queue sur ce genre de choses. Raison pour laquelle on doit s'ancrer dans l'expérience. Autre question et commentaire? Oui, j'en ai. Oui, vas-y, Caroline. Justement, sur cette question de l'accompagnement, pour revenir à la question de l'accompagnement, justement, et de créer les conditions favorables à cette participation, sachant justement que les cliniciens sont débordés, que les dirigeants, etc., le sont aussi, puis qu'ils sont même peut-être pas conscients de leur biais et tout ce qu'ils amènent autour de la table, justement, quand il s'agit de faire participer des patients ou des gens du milieu associatif. Comment plus concrètement ça se vend, cette idée de les accompagner, puis de quelle façon ça prend forme pour... parce que c'est ça, il faut qu'ils soient un peu convaincus de cette idée-là aussi pour y embarquer. Et ça veut dire aussi peut-être des délais plus longs avant d'avoir à leurs yeux des résultats. Parce que ça me demande de prendre conscience de beaucoup de choses avant d'apprécier les résultats. Si on veut. En fait, non, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps parce que justement, ce que tu essayes, je vous donne un exemple très concret, genre Antoine Boivin, qui est un des autres directeurs du Centre d'excellence, c'est lui qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'engagement des patients. Et sa thèse, il a fait un essai randomisé contrôlé sur la participation des patients à des comités d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Il a fait 50 comités avec et 50 comités sans, et dans 2 pays, Pays-Bas, Canada. Et la première chose qu'il montre, c'est que quand tu fais de l'engagement d'usager, tu as des idées plus concrètes qui sortaient des comités. Ça, c'est des trucs beaucoup plus
c'est que tu peux appliquer demain, qui sont moins chers et dont les résultats sont à plus court terme. Parce que justement, tu n'es pas sur des solutions organisationnelles complexes. Tu vas tout de suite d'abord chercher qu'est-ce qui améliore la qualité de vie et la pertinence de l'acte pour la personne. Et donc, juste ça, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas mettre les usagers, mais je parle d'un usager justement pas en position idéologique, comme le disait M. Rondeau tout à l'heure, qui défend justement des idées tout aussi organisationnelles que le directeur d'hôpital, par exemple, en face, et que c'est la personne concernée par les défis qu'on est en train de parler dans le parcours de psychiatrie avec son enfant ou lui-même en tant que personne, lui, il va vouloir des changements tout de suite. Il ne veut pas le truc qu'on va installer qui peut-être dans 4 ans permettra qu'une politique publique forme différemment des gens pendant 12 ans. Il va vouloir des choses. Donc, dans tous les projets comme ça, je commence là, par exemple, l'Institut national du cancer en France, avec qui j'avais une mission, et ce matin, on est en train de discuter. Et là, ils me montraient leur feuille de route, et c'était que faire le glossaire qui permettra aux professionnels de savoir qui est la différence entre le patient partenaire, profil recherche, formateur, que des trucs organisationnels. Je dis, mais là, on va passer 3 ans à créer un cadre pour une action qui fera sens. Alors que là, on pourrait tout de suite faire co-construire un programme d'éducation thérapeutique sur la vie affective et sexuelle pour les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques. Et ça se fait en 2 mois. C'est en 2 mois et demi, c'est pas compliqué. C'est 2 séances ou 3 séances de 3 heures, parce que tu vas partir des gens, c'est quoi vos défis principaux en termes de vie affective et sexuelle. Et tu vas faire une action simple, et à partir de ça, donc tu vas accompagner la personne à juste faire un truc qui paraît simple, c'est de dire, avant même de penser tout ton processus, comment on peut inviter 3 personnes dans le service qui vivent avec la sclérose en plaques et donc qui ont telle et telle caractéristique. Et toi, par exemple, on a fait un référentiel de compétences du patient partenaire pour identifier ces gens-là. On sait que, par exemple, des personnes qui ont du recul par rapport à la vie avec la maladie, ne sont pas dans une phase aiguë, ne sont pas dans un enjeu où ils sont en plein conflit par rapport au traitement, par rapport aux professionnels, ils ont déjà un peu de recul là-dessus. C'est des gens qui sont suffisamment réflexifs. On n'a pas besoin de gens éduqués au sens de diplôme, mais on a besoin de gens qui ont un rapport réflexif à l'expérience. On a une série de critères qui fait qu'on va voir les cliniciens, on leur dit, dans votre patientèle, c'est qui les 2-3 noms de personnes qui disent depuis 1 an et demi, vous ont marqué là un jour, ils vous ont fait un retour et vous l'avez senti suffisamment constructif et critique, ce retour, pour que ça vous ait vraiment interrogé sur votre posture, sur votre... Et là, en fait, dès que tu fais ça dans un service, tu as tout de suite 10, 12, 15 noms. Après, nous, derrière, on a tendance à les appeler pour faire un entretien et voir pourquoi vous êtes là. Il y en a, parce qu'il y en a, ils vont dire, bah, j'ai pas tel et tel rendez-vous avec mon clinicien, je me dis que si je viens en comité, je pourrais avoir une place. On dit, bah, c'était pas ça le but, en fait. Donc là, tu filtres un peu en fonction des motivations. Mais une fois que tu as ces personnes-là, tu vas juste permettre à tes cliniciens ou à tes gestionnaires de rencontrer ces personnes-là et de discuter ensemble le fait de dire, bah, moi, dans le service, il se passe ça, j'aimerais faire ça. Et eux, ils vont dire, ah oui, mais en fait, pour nous, c'est pas ça l'enjeu. Et ils vont t'aider à problématiser différemment. Et tu vas essayer de trouver un compromis entre tes injonctions à toi en tant que gestionnaire, leurs enjeux, etc. Mais l'accompagnement, je dirais que il n'y a plus tant besoin de le vendre en France que ça, pour 3 raisons. C'est que, maintenant, on a réussi à co-construire des politiques publiques qui le disent explicitement. 2, on a des gens qui savent commencer à accompagner. Donc, c'est-à-dire que tu dis, il faut le faire de cette manière-là, et en plus, il y a des gens qui peuvent t'aider et qui sont tous dans la... Moi, je suis dans la fonction publique. Donc, en plus, ce n'est pas des boîtes extérieures, privées, où tu n'as pas un marché qui est en train de se créer. C'est actuellement, toutes ces ressources-là, elles sont essentiellement... Il y a quand même 3-4 boîtes qui existent, mais 95%, ils sont dans le public. Donc, en plus, c'est des gens, ils peuvent les solliciter sans rajouter une prestation extérieure, etc. C'est mis en place par le système de santé. Et comment dire, et la plupart, en fait, ils attendent qu'une chose, c'est que tu leur donnes un coup de main. En fait, c'est pas très compliqué. Ceux qui, soit ils ont des injonctions, ils n'ont pas le choix de le faire. Genre un chercheur au Québec qui veut aujourd'hui demander un financement public, la plupart du temps, il doit co-construire sa demande avec des patients chercheurs. Donc déjà, lui, ça devient une obligation. Donc là, quand tu lui proposes de l'aide, il est plutôt content. Ça l'aide bien préparé. Et dans les autres cas, bah, pour l'instant, on fait avec ceux qui veulent. Et des fois, il y en a qui... je pense qu'aujourd'hui, en fait, la moitié des cliniciens qui viennent nous voir, c'est des gens qui disent « Je suis bien intentionné, j'ai envie d'agir avec sens dans mon soin, mais là, je fais face à des obstacles. Genre, j'arrive plus à soigner les gens sur tel truc. Et j'ai réinterrogé tout le truc, mais je ne sais plus quoi faire. Ce n'est pas la question du traitement, ce n'est pas la question des machines que j'ai, on n'arrive pas à trouver le bon bout. » Bah, je pense qu'on a besoin de prendre un recul avec des gens qui ont une vision plus légitime du parcours, parce qu'ils ne sont pas que à l'établissement de santé, mais ils vivent tout le reste. Les parcours à la pharmacie, les enjeux sur la question à l'école, etc., etc. Et ils viennent te voir plus en mode « J'aimerais bien que tu m'aides à créer les conditions dans lesquelles réinterroger les défis que je vis actuellement pour trouver des horizons que je n'ai pas encore explorés. » Et donc déjà avec eux, c'est déjà une partie significative du système de santé en fait. Et je pense qu'on aura un effet de levier assez important sur ce sujet-là grâce à ça. Je ne dis pas que c'est facile pour autant. Mais je dis actuellement, quand je vois en France en 4 ans, quand je suis arrivé versus là où on est maintenant, il y a quand même des conditions organisationnelles, culturelles, etc. C'est pour ça que j'essaie de nommer un mouvement de fond, c'est qu'il y a des conditions générales, même en politique. Le retour au populisme
c'est un retour à le réancrage dans le vrai. Alors, avec tous les enjeux négatifs qui peuvent arriver avec, mais le mouvement de fond, si moi j'entends, étant actuellement service de la Première ministre dans un gouvernement d'Emmanuel Macron, la critique associée, c'est celle-ci, c'est de dire ce gouvernement-là, cette ligne politique-là, son enjeu, c'est d'être un peu hors sol, pas assez ancré. Et Emmanuel Macron s'est fait élire notamment par le fait de dire je suis un pragmatique, je réancre dans, etc. Et la réponse à ça, c'est que c'est pas encore assez. Et que la volonté, c'est d'un ancrage encore plus chez les territoires, les gens qui font, les gens qui agissent. Donc, c'est une dynamique générale. Donc, en fait, c'est en train de croiser plusieurs demandes en même temps. Le seul truc, c'est que ça demande des capacités de lecture un peu des relations de pouvoir, des questions relationnelles pour accompagner ça, pour que ça se passe bien, qui n'est pas évidente. Il faut être vraiment sur une ligne de crête permanente. Entre être suffisamment engagé pour bouger le truc et en même temps être suffisamment dans le compromis pour comprendre les injonctions que vivent aussi les professionnels qui, dans un système de santé, n'a pas encore bougé sur plusieurs lignes et qui, même s'ils veulent le faire, il y a des trucs qu'ils ne pourront pas faire ou qui ça va leur coûter beaucoup d'énergie personnelle ou se mettre en risque professionnel pour le faire. Donc, il faut être celui qui mobilise. Mais actuellement, en France, on a une bonne 50aine de personnes qui font ce genre de travail. Du côté patient comme professionnel. Une question, commentaire, ou on s'arrête ici? On est rendu. C'est l'heure d'aller manger. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ton présentation, c'était très intéressant. Merci à vous. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, il y en a un. D'ailleurs, juste pour vous dire, il y a un auteur, John Dewey, qui est très intéressant pour comprendre le phénomène de fond. Si vous avez déjà lu Le public et ses problèmes, qui n'est pas si facile d'accès, mais qui est vraiment assez fondamental, qui est un peu vu comme le père du pragmatisme, d'ailleurs, John Dewey. Mais on y comprend toute cette logique qui part d'une position d'humilité, d'abord, qui est de dire, et c'est pour ça que c'est compliqué psychologiquement et culturellement, parce qu'on n'est pas tous très humbles, on n'est pas exercé, on n'est pas socialisé à l'être, c'est de commencer par dire, c'est un problème dont le degré de complexité me dépasse. Donc, même si je suis très intelligent, ma capacité d'entendement ne peut pas appréhender la complexité du crack the case pour les problèmes des soins primaires. Hein. Celui qui dit je suis capable de résoudre ça, là, il n'est pas honnête. Là. Alors que moi, j'ai croisé des gens au ministère qui m'ont répondu exactement ça. J'avais le Conseil national de la refondation, il était sur 4 thématiques, prévention, soins primaires, etc. Et j'avais 4 conseillers au cabinet qui étaient chacun responsable de ça. Et je me suis dit, quand j'arrivais avec le CNR, je me suis dit, ils vont tellement m'adorer parce que moi, je vais aller chercher partout des réponses pour les aider à répondre à leurs problèmes. La première rencontre que j'ai avec eux, je vois aucun intérêt dans leurs yeux, mais aucun. Je me dis, bah, c'est quand même bizarre. Alors, j'essaye et je rame pendant 1h30. Au bout d'1h30, on va essayer toutes les hypothèses. Je dis, mais en fait, est-ce que vous pensez, j'essaie d'expliciter le postulat, que vous êtes capable actuellement, là, avec des revues de littérature comparée, de politique publique comparée, etc., dans votre bio, et des analyses statistiques de la caisse primaire d'assurance maladie, etc., de répondre à ça. Sur 4, il y en a 3 qui m'ont dit en une demi-seconde, oui. Et c'est pour ça que je n'arrivais pas à les embarquer. Parce qu'ils ne voyaient même pas l'intérêt d'aller. Ils disaient, je suis capable de répondre à ça, avec les bonnes données. Une fois que tu me donnes les bonnes données, c'est juste une question de données. Une fois que j'ai les bonnes données et que j'ai l'équation devant moi, je suis capable de résoudre les. Alors que le pragmatisme parle à l'inverse en disant, c'est pas possible. La réalité humaine et des relations est trop complexe, donc on a besoin de faire avec les gens. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils portent une partie de la réalité sur laquelle je travaille que je ne peux pas appréhender par un exercice intellectuel, même si je suis très intelligent. Ces gens-là ont sûrement été formés à la même école. Ils ont tous été formés à l'école que j'ai fait. Très beau paradoxe. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que j'explique aussi, c'est que malgré le fait que tout le monde sent bien que c'est la direction, pour autant, on ne déconstruit pas tous les postulats sous-jacents qui nuisent à la possibilité de le faire pour vrai. Donc le problème, c'est qu'on met plein d'efforts, on va dans cette direction-là, mais on ne se donne pas les conditions pour y arriver. Donc on s'épuise dans ce passage. Ouais. Merci. L'homme est fascinant. C'est toi qui quitte, Ariane? Enfin, c'est toi qui déconnecte ou... C'est pas clair, cette partie-là. C'est bon. Ben, je pense qu'on peut conclure de cette façon-là. On a bien vu le parcours des dernières années, les paradoxes actuels, puis on comprend un peu par où ça s'en va, principalement du côté de la France. Puis bon, du côté du Québec, on a une petite idée aussi étant un peu plus près du Québec, quoiqu'il reste beaucoup d'incertitudes. On en saura plus dans les prochains mois. Et merci beaucoup d'avoir pris la parole puis d'être venu nous visiter. Et puis, je pense qu'on va clôturer de cette façon-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut.